pas. Alors, la Constitution exige qu'après dissolution, il faut 60 jours pour organiser les élections. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. L'heure est grave. L'heure est à l'action et à la responsabilité. Et comme citoyen, comme porteur d'attente et de revendication des peuples congolais, j'ai le devoir de redevabilité. C'est pourquoi je vous ai invité ce matin pour une conférence de presse. Je vais vous livrer mon point de vue qui engage le point de vue de notre parti. Et vous allez poser des questions telles que Peter l'a indiqué. De quoi s'agit-il ce matin? Tout le monde sait l'événement d'hier, tout le monde a suivi depuis l'installation de son Excellence Monsieur le Président de la République jusqu'aujourd'hui. Quels sont les facteurs des complications qui l'empêchent de bien gouverner et que faire? Avant d'aller dans les fonds, je tiens personnellement, à mon nom propre et au nom du MLP, saluer et féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République pour la réussite, la détermination de la prestation de serment d'hier. La réussite de cette manifestation est due d'abord à la détermination du chef de l'État et à l'appui de la population. Je tiens également à remercier le peuple congolais qui avait répondu massivement à notre appel, qui a pris conscience. Je tiens également à remercier et à féliciter aussi les partis politiques de l'opposition qui ont envoyé leurs députés et les sénateurs. Je citerai les sénateurs et les députés qui relèvent de l'autorité du président Moïse Katumbi, les députés et les sénateurs qui relèvent de l'autorité de Jean-Pierre Bemba, également les députés et les sénateurs qui relèvent de l'autorité de Modeste Bahati. Je salue également spécialement aussi le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badima, qui était là également, qui a répondu. Et aussi quelques députés patriotes du FCC, il y a eu 4 députés patriotes du FCC, dont je tiens également à féliciter leur présence. Je salue d'une manière particulière Jean-Tini Ngobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est également là, sans oublier le ministre Pius Mabilou, qui a plus de 5 à 10 députés qui étaient là. Donc je tiens à saluer tous ces patriotes qui ont compris que l'heure est au rassemblement des héros de chef de l'État pour sauver le pays. Après ce premier message de félicitations
en commençant par le chef de l'État, le peuple congolais et tous les autres, je m'en vais dans le fond du problème. Vous avez vu, depuis un certain temps, je vous avais déjà parlé qu'il y a la crise persistante entre le Parlement conflictogène et l'exécutif, le gouvernement, y compris les actes du chef de l'État. Et la réponse est dans l'article 148 de la Constitution. Pour votre information, pour vous rappeler, vous avez vu que l'Assemblée nationale, le Sénat, à travers le président du Sénat, Alexis Tambemwamba, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Babunda, et même le Premier ministre, les trois animateurs des institutions coalisent pour rivaliser le président de la République, qui est, bien entendu, le chef d'une institution. Ils s'inscrivent dans la logique du chaos, dans la théorie du chaos, dans la liquidation du Congo comme État et comme nation, dans l'accroissement du misère des peuples congolais. Est-ce que le chef de l'État va-t-il s'arrêter à la prestation de serment comme porteur d'attente des revendications des citoyens? Nous allons demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de ne pas se limiter à la prestation de serment seulement. Il doit continuer avec sa politique, sa détermination, jusqu'à déboulonner les systèmes de prédation des dictatures que M. Kabila a installées dans notre pays. Ces régimes de terreur doivent être déboulonnés, comme le chef de l'État l'avait indiqué, à l'extérieur. Pour ce faire donc, parce qu'il y a le facteur de blocage, et que d'une part, le Premier ministre, qui est le premier collaborateur du chef de l'État, est en rébellion contre le chef de l'État. Le président du Sénat, et le président de l'Assemblée nationale, tous les trois en coalition sont en rébellion contre le chef de l'État. À tel point qu'il n'y a plus de collaboration sincère entre le chef de l'État et ces trois animateurs. Vous tous, vous avez constaté qu'il n'y a plus de collaboration sincère. Vu dans cet angle-là, mes chers amis de la presse, l'éthique morale et l'éthique de responsabilité me commandent de proposer à la République et à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, deux pistes de solution qu'il plaira à son autorité d'apprécier. Parce qu'il y a crise majeure, persistante, parce qu'il y a blocage dans les institutions, parce qu'il y a rupture de confiance. Comment le chef de l'État va-t-il donner confiance à un tel Premier ministre qu'il est désobéi? Vous allez vous rappeler que lorsqu'il y a eu l'ordonnance de la GECAMIN avec les Kyungu, le Premier ministre n'a fait aucun effort pour instruire les ministres de portefeuille d'exécuter l'ordonnance du chef de l'État. Par contre, il a contribué à entraver. Vous avez suivi la position du Premier ministre par rapport aux ordonnances contresignées par son intérimaire. Et je vous avais expliqué tous
que l'intérim confère à l'intérimaire la totalité du pouvoir, comme s'il était lui-même en fonction. Donc l'intérimaire a le plein pouvoir. Ça, je vous avais déjà expliqué. Et vous avez compris que le Premier ministre avait confondu l'intérimaire, l'intérim et la délégation du pouvoir. Nous avons clarifié ça. Vous venez de suivre également que le conseil de ministres, qui est supérieur au Premier ministre, avait demandé au Premier ministre d'assister les protocoles d'État pour organiser la prestation de serment. Pas seulement qu'il n'était pas impliqué, mais lui-même, il est ministre chargé des relations avec le Parlement, se sont rebellés contre les du Conseil des ministres. Ils n'ont pas été là. Est-ce que moralement le chef de l'État peut se sentir en sécurité avec un tel Premier ministre? Et la majorité des ministres, presque la quasi-totalité des ministres, avaient obéi au mot d'ordre de la famille politique que la décision de l'État. N'oubliez pas que le Conseil des ministres avait décidé de la prestation de serment. Mais ils ont désobéi la décision du Conseil des ministres. Ils ont obéi, mes chers amis de la presse, ils ont obéi au mot d'ordre privé de la coalition FCC. Ça met le pays en insécurité, ça met le chef de l'État en insécurité. Et les institutions sont bloquées. Allons-nous laisser le pays être bloqué? Donc ce point de presse s'inscrit dans la logique de la recherche des voies et moyens de comment débloquer intelligemment la situation du pays, bloquer pour amener le pays dans les chaos. Après avoir échoué lamentablement sur toutes les stratégies, l'FCC n'a plus une voie légale. Il ne leur reste que la rébellion armée. Donc maintenant tous les coups sont permis pour eux. Parce que toutes les voies de la légalité sont bloquées. Comme nous avons demandé à ce chef de l'État, ne puisse pas se limiter à la prestation de serment. Que vous avez vu le serment légal dont il avait pris acte en se conformant à la Constitution et aux lois de la République. Au regard de la gravité de la situation, ayant mesuré la gravité de la situation, et comme serviteur du peuple congolais, porteur d'entente de revendications, vous avez attendu hier la population crier: je veux relayer la volonté du peuple congolais, en donnant au président de la République 2 pistes de solutions qu'il pourra plaire à son autorité d'apprécier. Pour sortir de ce blocage, de cette stratégie de chaos du FCC, 1. Nous proposons au chef de l'État de pouvoir prononcer, prendre une ordonnance sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Si le président de la République trouvait opportun de consulter encore les animateurs indélicats, parce qu'il les a déjà consultés, que les consultations antérieures tiennent liées des consultations avant dissolution. Ils ont déjà rébellé contre le chef de l'État que de nouvelles consultations ne sont même pas nécessaires. Il les a déjà consultés, il connaît leurs intentions et leurs pensées. Et lorsque nous avions rédigé la Constitution, il faut que les gens comprennent la portée de la consultation. On estimait que le gouvernement où ça se restreint, le Premier ministre, en conflit avec l'Assemblée nationale ou le Sénat, que cette consultation donne une opportunité au chef de l'État de pouvoir les concilier, trouver des solutions.
Ce n'est pas avoir un avis qu'ils acceptent et qu'ils lui refusent. Mais maintenant qu'ils sont en coalition, tous les trois contre le chef de l'État, quel pourrait être l'importance de la consultation? Ça, c'est l'esprit et dans les lettres de cette incise-là, par un rédacteur, un co-rédacteur de cette constitution. Que le président de la République trouve opportun ou l'opportunité de consulter ou de considérer les anciennes consultations comme ayant déjà été consultées, que l'ordonnance de la dissolution soit déjà signée. Une fois l'ordonnance est signée, quelle est la prochaine étape? D'abord, je dois clarifier une question qui revient souvent dans les débats. Quelle devient l'Assemblée nationale ici qu'on vient de dissoudre? Il y a en droit parlementaire la notion du mandat. Il y a l'interruption du mandat parlementaire et la fin du mandat parlementaire. Lorsqu'on arrive à terme du mandat, on attend d'être remplacé par un nouveau parlement, une nouvelle Assemblée nationale. Et lorsqu'on a interrompu le mandat par la dissolution, l'Assemblée ne reste pas. Ils ne peuvent plus produire des effets juridiques. Ils ne peuvent plus se réunir. Ils n'existent pas. Dès qu'il y a dissolution de l'Assemblée, l'Assemblée ne va plus rester. Contrairement à une lecture erronée de certaines personnes qui pensent que même après dissolution, ils doivent être là pour attendre les prochaines élections. Non. Une assemblée dissoute ne peut pas se réunir. On n'expédie pas les affaires courantes au Parlement. On ne va pas assumer l'intérim des députés à venir au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est un vide après dissolution. On ne peut pas continuer à payer un Parlement qui a été dissous. Quelle est la validité juridique des actes produits par un Parlement dissous? Pas. Alors, la Constitution exige qu'après dissolution, il faut 60 jours pour organiser les élections. Alors, il faut organiser les élections avec quelle CENI? Comment les faire? Nous proposons ceci. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République va confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, qui sera aidé par les Nations Unies. Une démarche devra être faite au niveau des Nations Unies pour que les Nations Unies, soit à travers une résolution, soit à travers n'importe quel acte, puissent assister le Congo d'une manière à permettre à ce qu'il y ait élection dans 60 jours. S'il y a cas de force majeure et qu'il n'y a pas élection dans 60 jours, nous avons une jurisprudence déjà avec Kirabila. Il y aura un arrêt de la Cour constitutionnelle qui va permettre d'augmenter, d'ajouter quelques jours jusqu'à ce qu'il y aura les élections. Mais dans l'entretemps, comment le pays sera géré? Après la dissolution du Parlement, et parce que le Premier ministre est indélicat, le gouvernement est indélicat, le président de la République va exiger au Premier ministre de tirer les conséquences de sa rébellion en rendant l'établier. S'il ne veut pas rendre l'établier, à tirer les conséquences de sa rébellion d'une manière permanente au chef de l'État, le chef de l'État comme garant de la nation, des bons fonctionnements des institutions, prendra sa responsabilité. Et le Premier ministre sera écarté parce que ce gouvernement va tomber, n'existera plus. Et à ce moment-là, il y aura un gouvernement
des secrétaires généraux. Il faut écarter tous les politiques. Les secrétaires généraux de l'administration que Kabila a nommés, ce n'est pas Félix qui les a nommés. On va remettre la gouvernance du pays à l'administration. Les secrétaires généraux que Kabila lui-même a nommés. Les secrétaires généraux vont diriger le pays en attendant les prochaines élections. Alors, parce que nous avons une juste présence au Congo, à l'époque du maréchal Mobutu en 93, pour les jeunes, je ne vais pas parler de beaucoup de jeunes, en 93, on a été devant une telle crise et le maréchal Mobutu a écarté les politiciens de la gouvernance. Le maréchal Mobutu a nommé des secrétaires généraux comme chefs de gouvernement. Donc, aujourd'hui, normalement, si le chef de l'État approuve ou enrichit ou améliore cette proposition, ça voudrait dire que non, les secrétaires généraux vont faire la remise et reprise avec les ministres. Et à ce moment-là, les doyens des secrétaires généraux jouera le rôle de coordonnateur de l'action gouvernementale. Et c'est ce chef de l'administration-là, du ministère de l'Intérieur, que Kabila a nommé, qui va organiser des élections avec les Nations Unies. Parce que pourquoi il n'y a pas de CENI? Vous allez poser la question à la loi sur la CENI qui organise laquelle pour organiser des élections. Est-ce que vous savez, mes chers amis de la presse, que depuis que le chef de l'État, la population a marché et le chef de l'État a rejeté, a refusé d'entériner la nomination de Malonda jusqu'aujourd'hui, Madame Mabunda, Janine Mabunda, l'honorable Mabunda, n'a pas encore contacté, ni verbalement, ni par écrit, jusqu'aujourd'hui, la composante confession religieuse dans la société civile pour désigner un autre membre. Donc ils ont bloqué la désignation du président du CENI, de la CENI. Donc ils bloquent la justice, ils bloquent les chefs de l'État, ils bloquent le gouvernement, ils bloquent la justice. Voilà la théorie du chaos. Le Congo n'a qu'un seul ennemi, M. Kabila et le FCC. Peut-on comprendre, mes chers amis, que nos frères et sœurs qui sont du FCC puissent se trouver normal et logique que la désignation irrégulière de Malonda et que ça ne touche pas leur conscience pour permettre aux confessions religieuses de désigner quelqu'un de leur choix. Ils ont bloqué. Prestation de serment et ils bloquent. Donc le pays deviendra une propriété privée des prédateurs. Donc les autres Congolais deviendront otages et esclaves de ceux qui ont détruit le pays, Kabila et son groupe. Non, il faut pousser la réflexion pour présenter une recette qui permettra au pays de sortir de ces blocages. Voilà pourquoi nous avons estimé que revenir sur la situation de la CENI, non, vous n'allez pas vous en sortir dans 60 jours. Revenir sur l'organisation d'un président, non, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut sortir de l'ordinaire et présenter une recette capable de garantir l'espoir et l'espérance au peuple congolais. Vous comprendrez par là que la première hypothèse, c'est la démission du Premier ministre, la dissolution du gouvernement, remplacé par le gouvernement des commissaires et des secrétaires généraux, et l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur avec les Nations Unies. Ça, c'est la première recette. Ça, c'est le plan 1. Premier schéma. Deuxième schéma, c'est sa rébellion. Parce qu'il y a crise de confiance qui s'est montré qu'il est en rébellion contre le chef de l'État.
et qui ne peut pas travailler en collaboration. Donc il n'a plus la confiance du chef de l'État. Même moralement, comment est-ce que vous pouvez avoir moralement confiance un tel Premier ministre qui se rebelle d'une manière permanente, même à travers des déclarations? Tirer les conséquences et démissionner, c'est rendre l'établir. Les parents d'établir, le chef de l'État également peut tirer, c'est qu'on peut prendre sa responsabilité en l'écart. Alors dans cette logique-là, où il n'a pas dissous le Parlement, pendant qu'il a écarté le Premier ministre, dans tous les deux cas de figure, le gouvernement, les secrétaires généraux interviendront. Dans ce cas, dans ce deuxième cas de figure, le président de la République, qui n'a pas dissous le Parlement, l'Assemblée nationale, va nommer un informateur pour identifier la majorité. Et dans ces cas-là, parce qu'on ne sait pas dans combien de jours, l'informateur va identifier la majorité. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça peut être 6 mois. Parce qu'on n'a pas un délai légal pour identifier la majorité, le pays doit être gouverné. Parce que la continuité de l'État, des services publics de l'État, on n'interrompt pas l'État, on ne suspend pas l'État. Alors, vu dans cet angle-là, les secrétaires généraux également vont faire la remise et reprise parce que le chef de l'État ne peut plus siéger avec de tels ministres indélicats. Donc dans les deux cas, il n'y a pas un gouvernement, le gouvernement qui est un gouvernement qui doit continuer sur de la coalition, non. Et vous avez vu qu'en Belgique, l'administration a dirigé le pays pendant 2 ans qu'il y a eu la crise. Au Congo, ça a déjà eu lieu. Aujourd'hui, comme option, c'est l'administration qui va gouverner le pays. En attendant toute solution, des élections ou solution de changement de majorité. Donc lorsqu'on nomme un informateur, l'informateur va identifier la nouvelle majorité et c'est cette nouvelle majorité qui va désigner un Premier ministre. Et la conséquence de la nouvelle majorité, les bureaux de l'Assemblée tombent, il y aura un nouveau bureau de l'Assemblée. C'est la conséquence de la nouvelle majorité. Parce qu'aujourd'hui, rester dans les camps de Kabila, c'est dans l'axe du mal. C'est être identifié comme ennemi du Congo. Voilà, mes chers amis, les 2 options que je lance le débat dans l'opinion, que je soumets à l'autorité du chef de l'État pour apprécier, parce qu'il doit continuer son combat de déboulonner le système de dictature et surtout que hier, la population a réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà, Français, mes chers amis, la portée de ma contribution comme citoyen pour débloquer la situation entretenue par M. Kabila et le FCC, qui sont en réunion maintenant à Kingakati. Moi, je ne veux pas les voir à Kingakati. Est-ce qu'ils préparent un autre coup contre le pays? Parce que tous les coups de blocage qu'ils ont préparés, ils ont échoué. Mais ce qui leur reste, c'est saboter l'État, c'est entrer même en rébellion armée. Parce que toutes les voies légales sont bloquées. Na Lingala,